Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec tout le monde et avec des collègues. Et je suis désolée parce que mon français c'est pas très bon. Alors j'espère que vous pourrez me comprendre. Si vous avez quelques doutes, il n'y a pas de problème pour essayer à voir comment exprimer tout ça que je voudrais montrer. Et bien, premièrement, bien sûr, je voudrais remercier à l'Université de Clermont pour son accueil, aussi la maison MSH, c'est toujours un peu difficile à dire. Et surtout, je voudrais remercier particulièrement Bertrand Douce Suet, Elise Necto, et Lise Augustine parce qu'ils sont magnifiques, ils sont vraiment gentils. L'accueil c'était très chaleureux et bon et pour ces belles journées ici à l'Auvergne. C'était magnifique, merci beaucoup. Alors je suis enchantée et on fera un petit séjour aussi pour quelques sites thermales qu'on peut connaître pendant l'Empire romain, mais quand même aussi pour réfléchir sur l'importance des eaux minérales médicinales. Alors, quand on parle de thermalisme ou de thermes, dans quelques cas, on ne connaît pas très bien qu'est-ce qu'on dit. Je m'imagine que vous connaissez très bien aussi les termes romains quand on parle de frigidarium, tepidarium, caldarium. Ça, c'est la typologie plus classique, mais il faut faire attention qu'il y a des autres bâtiments aussi, des bâtiments avec des eaux minérales médicinales. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes dans quelques cas pour la confusion. Ça veut dire des spas qu'on a dans les hôtels et tout ça, que c'est des eaux courantes, c'est des eaux normales. Mais il y a aussi des stations thermales avec des eaux minérales, médicinales et pour autres finalités. Pas seulement pour être là très content avec des eaux à différentes températures, mais aussi pour la santé. Et aussi bon, pour les paysages et tous les trucs qu'il y a dans les stations thermales. Sur la bibliographie, bon, toujours aussi des bâtiments thermales peut-être sont des plus connus à l'Antiquité. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'études sur ce type de bâtiments thermales avec des eaux normales. Mais quand même, le problème c'est toujours qu'il faisait faire quelques études différentes pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec des bâtiments avec des eaux minérales médicinales. Et dans quelques cas, les auteurs, par exemple, le merveilleux travail de Thermae Balnea de Inkel Nielsen, et elle dit, bon, les eaux thermales sont aussi différents qu'on ne va pas parler de ça, parce qu'on peut on peut les mettre dans les mêmes endroits. Alors, voilà, dans ce cas, peut-être on parle quelques pages du thermalisme, mais pas de thermalisme curatif, pas tout. Et pas bien, seulement en référence dans quelques cas. C'est vrai que dans les dernières années, il y a plus d'études. Et pour moi, la France, c'est une référence sur le thermalisme. Et c'est pour ça que aussi je parle un peu français parce que j'ai essayé d'apprendre beaucoup pour pouvoir bien comprendre des travaux qu'il avait ici. Et par exemple, déjà à le 19e siècle, mais Repo, il faisait très beau travail de recueil de l'information sur les stations thermales avec les vestiges antiques, mais aussi surtout Bonnard au début du XXe siècle, qui a fait aussi un travail très très important pour le thermalisme antique. Après, bien sûr, en la France, on peut voir le travail de Régnier, Pelletier, Chevalier, Garim et Beaubois, mais aussi des étrangères comme Gegoul, Alain, en Espagne, Pérez, et Díaz de Velasco,
En Italie, Gedini et Ambassini sont peut-être les plus représentatifs et finalement quelques travaux où j'ai aussi participé. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle des eaux thermales? J'imagine que vous connaissez bien et je pense que vous êtes quelqu'un de Vichy et des autres stations qu'il y a partout ici. Alors, on peut connaître un petit peu, par exemple, les eaux minérales ont des caractéristiques aussi particulières, non? La composition et aussi la température. Et aussi, on peut s'apercevoir de ça aussi avec la connaissance empirique, ça veut dire des odeurs. Dans quelquefois, on dit des eaux pourries, non? On dit comme ça. Mais aussi les couleurs, s'ils sont rouges, ils sont ferrugineuses. S'ils sont blanches, ils sont sulfurées. Dans quelques cas, on peut savoir un petit peu. Aussi les gouttes. À Vichy, c'est clair. Et aussi la température. Dans quelques cas, il y a des sources thermales qui sont à 70, mais aussi à 90 de température, 93 dans quelques cas. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup de températures et si on touche, c'est pas bon en quelques cas. Non, il faut réfléchir ces eaux. Mais aussi, il y a d'autres spéciales choses vraiment importantes que c'est la hydrogéologie. Parce que les sources thermales, ils sortent seulement dans quelques endroits. C'est la hydrogéologie qui marque où nous avons la source thermale. Alors, nous sommes de la chance ici, par exemple, à Chamalières, à Roya, parce qu'il y a de l'eau là, pas ici, à Clermont, exactement au centre-ville. Mais oui, dans quelques endroits, et ça c'est vraiment important parce que les bâtiments, on devait prendre les eaux au même site. C'est pas possible les exporter, c'est pas possible les employer dans d'autres endroits. Il faut les mettre justement dans les lieux où la source est. Mais aussi, il a d'autres qualités. Qu'est-ce que c'est curatif? Et aussi, bon, à l'Antiquité, c'était curatif parce que les eaux, c'était bonnes, mais aussi parce qu'il y avait quelques divinités qui aidaient pour améliorer la santé en employant cette eau. Mais aussi, il faut penser qu'avant l'industrie pharmacologie, il n'y avait pas de médecine. Il n'y avait pas, de médicaments. Alors, il y avait quelque chose, dans ce cas, quelque chose de naturel qu'on pouvait prendre pour améliorer notre santé. C'est vrai que c'est pour ça que la crise du XXe siècle, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a des médecines plus rapides pour être mieux, mais quand même, c'est une très longue transition et c'est naturel. Et aussi, ça dépend des eaux, ça dépend aussi des maladies. Il faut les employer de différentes manières. Et alors, on peut prendre les eaux par immersion, on peut prendre des douches, des boissons et aussi des boues. Et ça, c'est super pour la peau et aussi pour les articulations, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Bon, vous comprenez, non? Merci. Et pour bien comprendre cette réalité aussi, c'est important de faire des études interdisciplinaires et multidisciplinaires. Ça veut dire qu'on doit travailler avec des hydrogéologie, médecine, physique appliquée, architecture, ingénieur, anthropologie, droit, etc. Parce que c'est vraiment un sujet vraiment compliqué. Vraiment avec beaucoup d'éléments pour bien comprendre. Nous sommes de la chance parce qu'on a reconnu l'importance exactement des sites thermales. Et dans ce cas, pour l'histoire de l'Europe, c'était magnifique les exemples qu'on a. Alors, il y a seulement 12 années, on a reçu, le thermalisme a reçu c'était prix que c'est être du patrimoine mondial. Et ici, par exemple, à Vichy, c'est un des exemples qui sont intégrés dans cette considération. Et si on lit les éléments de la déclaration d'UNESCO, il met quelque chose de vraiment intéressant, qu'on parle d'un paysage naturel magnifique,
une forme urbaine exceptionnelle et une architecture thermale très complète, très intéressante et très différente. Et même que chaque ville est différente, toutes les villes se sont développées autour des eaux. Ça veut dire que des eaux, c'était aussi important pour la fondation, pour l'origine de beaucoup de settlements qu'on a maintenant et qu'on peut disfruter. Mais aussi parce qu'on reconnaît que l'importance du thermalisme doit voir à l'Antiquité, parce que c'est les racines pour comprendre tout ça. Parce que tout ça que j'avais dit, déjà, c'était connu à l'Antiquité. Et c'était à l'époque romaine, quand on a pris l'architecture et les manières pour pouvoir profiter des eaux. Alors, bon, l'histoire des sites thermales, je pense que vous connaissez, non? Toujours, on disait, à l'époque romaine, j'imagine qu'aussi à l'époque pré-romaine, il y avait aussi les connaissances. On peut voir beaucoup de matériel pré-romain et préhistorique à côté des eaux. Ça, c'est normal parce que aussi les connaissances de la qualité des eaux, c'est important. Et aussi les chaleurs, non? Dans quelques cas, c'était vraiment important. Et aussi, il y a une tradition, c'est pas en France, je pense que oui, la même chose, que c'est toujours dans la légende et aussi avec les histoires, on parlait d'un animal qui se courait à des eaux. Je ne sais pas si en France c'est la même chose, je pense que oui, parce qu'en Espagne c'est un chien, c'est un cheval, désolé, c'est un cochon. En Angleterre, par exemple. Et c'est partout parce qu'on veut expliquer comment on s'est trouvé des zones. Et aussi, on a quelques témoins aussi de la découverte des bateaux pré-romains et surtout déjà avec l'influence romaine. Et on peut connaître des divinités anciennes, plus anciennes que les indigènes, pour s'apercevoir qu'il avait déjà la tradition avant. Alors, bon, ça, vous le connaissez bien. Chamalières, c'est incroyable cet site. Je ne suis pas d'ici, je viens de l'Espagne, de Santiago de Compostela et après Madrid. Et pour moi, cet site, c'était magnifique, c'était incroyable. La quantité de matériel, la qualité de ces photos, c'est incroyable. Et bon, c'est une bonne démonstration de l'importance des eaux pour les gens qui habitent ici. Et pour mes collègues qui ont travaillé aussi à Chamalières, je les montre aussi des exemples qu'il y a dans d'autres endroits, dans ce cas, par exemple, Monteiro-Terme, où ils ont trouvé un lac qui déjà il n'existait pas, mais on s'en trouvé beaucoup de céramique et aussi des chevaux. Parce que aussi on parle des eaux qui sont bonnes pour la santé, pour nous, mais aussi pour les animaux. Alors, on se trouve beaucoup d'offertes aussi des animaux dans ce site thermal. Bon, et bien sûr, des types, comme on fait à la Fontana de Trevi, qu'on jette la monnaie, par exemple, on fait les mêmes choses. À la source thermale, c'est partout. Bourbon-les-Bains, je pense que c'est un lieu où sont trouvées beaucoup de monnaies, mais aussi maintenant à San Casciano di Bagni en Italie, désolé, que c'est incroyable la quantité de monnaies qu'il y a, aussi des plaques, aussi des altars. Et c'est vrai que dans ce cas, c'est du monde romain, c'est une tradition romaine, mais quand même, la divinité, c'est ancien, c'est local. Alors, dans ce cas, par exemple, c'est un exemple du nord-ouest de l'Espagne, c'est la divinité Rebe. Mais ici, c'est Borbo, peut-être Siana, il y a des autres divinités aussi importantes. Et bien sûr, la base, les vers des Beauvoir de Vichy, c'est aussi autre merveilleux élément pour comprendre que c'était quelqu'un qui était malade, qui est venu à Vichy à prendre des eaux pour améliorer sa santé. Alors, beaucoup d'exemples qu'on peut aussi voir la scénographie
dans cet exemple qui vient de l'Espagne, la Patera d'Otañez avec la nymphe Salus humeritana, on peut voir exactement cette scène de prendre de l'eau, de boire. Dans ce cas, c'était possiblement un ancien qui doit être à soi et comme ça, il devait être rapporté des eaux. Mais voilà, un peu la représentation, la divinité dessus et les autres éléments derrière. Voilà, et après, pour moi, ça c'est la première âge dehors du thermalisme. Parce que c'est le moment où tout commence. Ça veut dire la construction monumentale des bâtiments pour profiter des eaux. Alors, dans ce cas, on peut voir cette différenciation. C'était aussi des termes hygiéniques, comme on connaissait à Rome, par exemple, avec des termes de Caracalla, mais bien sûr des termes curatifs. Et on a ici l'exemple, après je vous montrerai plus des exemples, mais c'est les sites où tous les empereurs voulaient aller pour prendre des eaux et pour... Bon, les lieux c'est magnifique, c'est la baie de Naples, imaginez-vous, c'est incroyable. Hein? Mais c'est un lieu vraiment spécial et c'est pour tous les gens qui pensaient que c'était important d'aller là où l'empereur c'était. Alors c'est quelque chose comme le 19e siècle. C'était aussi pour une association sociale, mais aussi de la santé, aussi pour se divertir. Voilà. Mais à l'époque médiévale aussi, on continue, il n'écoutait pas. C'est toujours la même et on a beaucoup de documentation sur cette période aussi. Et chaque fois un petit peu, un petit plus, mais quand même il faut l'étudier. Hein. Et on peut voir que les eaux c'était aussi très bonnes, toujours. Et à l'époque médiévale, il y a beaucoup de documents, il y a aussi des livres qui parlent de ces stations thermales. Et dans la majorité des cas, on peut voir que c'est la piscine romaine qui était réutilisée pour les gens à l'époque médiévale parce qu'ils n'avaient pas aussi l'opportunité dans quelques cas de faire de bonnes constructions là. Comme ça, les Romains l'avaient fait très très bien et ils ont réutilisé cette opportunité. Bien sûr, aussi à l'époque moderne, l'exemple de base, vous connaissez, j'imagine, et ici, dans le 19e siècle, que c'est le siècle plus important, pour moi, c'est la 12e époque dorée. Parce que vraiment, ils ont fait la même chose qu'ils avaient fait les Romains. Ils connaissaient qu'il y avait des sources, ils connaissaient que c'était important pour la santé, et ils ont trouvé voilà, des bâtiments pour améliorer comment utiliser cette eau. Et ici, dans le 19e siècle aussi, on se raconte que les eaux, c'est important, il faut les protéger. Et pour faire ça, on a construit des bâtiments incroyables. Et l'économie de chaque région, c'était aussi important pour pouvoir voir que les eaux, c'était quelque chose de magnifique pour eux aussi. Voilà. Alors, c'est l'époque de reconstruction, c'est du mouvement social. On disait que c'est aussi l'origine du tourisme, parce qu'on va les eaux. On disait aussi en espagnol, vamos a las aguas, on va les eaux pour la santé. Et voilà, il y a ce mouvement, mais aussi culturel, que c'est aussi intéressant dans cette ville thermale. Mais pour les archéologues, c'est pas aussi bon. Parce que voilà, la construction, c'est partout, et dans quelques cas, c'est pas facile de préserver tous les éléments qu'il y avait dans cet lieu-là. Alors, voilà, le patrimoine thermal a beaucoup de problèmes aussi pour la préservation. Comme j'avais dit, la réutilisation des sources, c'était depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais toujours c'est une superposition de constructions parce qu'on devait employer les mêmes griffons
pour pouvoir avoir des milieux qualité et des milieux éléments pour la santé. Alors, c'est toujours la construction. Dans quelques cas, ils sont détruits quand ils sont construits les bâtiments, mais dans d'autres cas, ils restent là. C'est pas visible, mais ils restent là et ils sont construits les bâtiments au-dessus. Alors voilà, aussi des restaurations qui ne sont pas bien faites et aussi la réutilisation dans quelques cas qui sont détruits dans quelques vestiges qui pour nous sont aussi importants, mais aussi l'absence de fouilles complètes parce que si vous êtes dans une station thermale, il y a un petit marceau là, un petit marceau de l'autre côté et il faut comprendre comment c'était les bâtiments. C'est pour ça que aussi les études ne sont pas aussi fortes sur cette thématique parce que c'est vraiment difficile pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Et aussi, on doit savoir que la source thermale, c'est aussi très fragile. Ça veut dire que si on ne fait pas bien le travail de captage, on peut détruire les manantiales, la source. Alors, il faut faire vraiment attentif de cette question-là et aussi la contamination pour avoir de la bonne qualité. Alors, par exemple, on a beaucoup de plants. On connaissait ça, c'est une photo vraiment intéressante, c'est à Wiesbaden, en Allemagne. Et c'était les Kaiser qui étaient visiter les travaux qu'ils ont faits avant de construire les bâtiments. Ils sont tout détruits. Mais on a la référence qu'il y avait ces bâtiments-là, nous avons les plans, nous avons l'information, la description des érudites locaux qu'on disait, bon, il y avait ça, mais quand même, il était détruit. Et après, les bâtiments, que c'est magnifique aussi, mais bon, c'est dommage. Aussi, vous connaissez aussi ici, nous avons aussi, dans quelques cas, quelques préservations, on connaissait, mais pas très bien. Et le problème dans quelques cas, c'est qu'ils ne sont pas bien restaurés. Et dans quelques cas, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, non? Parce que c'est pas très bien fait. On doit penser que c'était dans le 19e siècle, 20e siècle au début, mais quand même, c'est problématique pour nous pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces vestiges. Et aussi, on peut trouver des bâtiments qui sont complètement disparus, pas détruits, mais disparus. Et ça, c'est l'exemple très, très à côté de nous. Ça veut dire, il y a 10 ans, qu'elle était à Lianoi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Turquie. C'était un établissement complexe thermal médicinal roman où Celsius a été là pour faire des études de médecine. Et quand même, ils sont fouillés, vous pouvez voir ici, bon, c'est les bâtiments, c'est un petit morceau du énorme site qu'il avait ici. Ça, c'est la piscine thermale, ça, l'autre. Mais il avait le problème que c'était dans une rivière, très, très à côté d'une rivière où ils ont pensé construire un barrage. Et alors, même que l'agent de la société qui habitait à côté, même que l'Europa Nostra, même tout, finalement, il a disparu. Il a été couvert de terre et finalement couvert pour les barrages, que bon, c'est nécessaire aussi, mais peut-être on pourrait avoir fait quelque chose pour protéger cet lieu incroyable, avec des matériaux, c'est quelque chose de fou. Alors voilà. Bon, mais quand même, on doit être positif, keep calm, and we can, yes. On peut essayer de faire quelque chose. Alors, avec toute l'information qu'on avait, et après une étude de 400 lieux partout l'Empire romain, j'ai fait une sélection de 95 lieux
pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec des bâtiments thermaux. Et voilà, pour faire ça, il faut avoir à la tête toute cette information et différents points, et différentes perspectives pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on peut savoir sur le thermalisme? Bon, on a des sources littéraires, ça veut dire des informations directes des anciens qui ont parlé sur le thermalisme. Alors, vous connaissez bien Pline le Vieux, qui parlait de beaucoup de choses naturelles. Mais quand même aussi, il parle qu'il y a des eaux thermales, il y a partout, dans quelques cas froids, dans quelques cas chauds. Et ici, à l'Aquitanie, dans les Pyrénées, il y a partout. Et qui sont très bonnes pour les maladies. Et après, il fait une description. C'est très sympa quand il parle des gens qui boivent de l'eau minérale. Il dit que c'est incroyable parce que les gens pensent que si on boit beaucoup, améliorerait la santé. Et c'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Si vous connaissez la cure thermale, il faut le faire avec attention et aussi avec un médecin à côté pour te dire combien de l'eau tu dois prendre et tout ça, non? Et voilà, elle se rigole parce qu'il y avait des gens qui étaient fous et il a beaucoup bu. Alors, comme ça, on peut voir qu'on savait comment on devait faire ce type de cure. Mais pour moi, le meilleur, c'est le travail de Rivas, que c'était un médecin qui a fait un livre pour récupérer toute l'information des médecins qu'il avait avant de lui. Et dans quelques cas, c'est l'unique information que nous avons sur cet médecin avant de lui. Et par exemple, Antilus, dans le 12e siècle après Jésus-Christ, parlait que l'action des bains minéraux naturels est beaucoup plus efficace et plus énergique que celle des bains artificiels. Comme ça, on fait déjà la différenciation. On peut voir qu'il y a des artificiels et naturels. Mais aussi, on peut savoir qu'il y avait différents types. Il y avait des alcalines, salines, alumineuses. Et si on étudie ce type de eaux, c'est la même chose qu'on a maintenant. Presque maintenant. Je travaille avec des médecins et c'est ça. La référence est très très bonne. Mais pour moi, peut-être Hérodote, pas les historiens, c'est les médecins du XIIe siècle après Jésus-Christ, qui parlent comment on doit faire pour prendre des eaux. Alors, il faut faire attention, il faut abandonner ce sujet à ceux qui ont fait d'expérience, et qu'on ne peut pas faire connaître ces eaux et se servant simplement d'étiquettes, il faut les connaître très bien. Il faut prendre une certaine mesure de temps pour prendre des eaux. Et ainsi, on dit que pendant 3 semaines, c'est la même chose qu'aujourd'hui, 3 semaines, on commencera par se baigner doucement pendant une demi-heure. Les jours après, on augmentera un petit peu. Et comme si, jusqu'à arriver à la semaine et moitié. Et après, autre fois. OK? Comme ça, on peut voir qu'on n'a fait rien maintenant, pas de nouvelles choses. C'est toujours déjà inventé, si on peut dire ça. Alors, et sur l'architecture, que c'est le sujet que je travaille plus, alors on peut voir que l'architecture s'est adaptée justement à les sources thermales. Et dans quelques cas, c'est pas facile, parce qu'il y a une rivière, il y a les terrains, c'est pas très, très fort, c'est très difficile à construire là, mais quand même, les Romains, ils sont arrivés à le faire parce que des eaux, c'était aussi magnifique. Alors, ça, c'est l'étude que je suis en train de faire avec très, très bon exemple de cette architecture et même qu'ils sont vraiment différents. On peut arriver à voir quelque chose qui peut être intéressant. Alors, il faut faire la comparaison, c'est ça qu'on essaye à faire. On a toutes les descriptions des plans et tout ça pour les mettre tous ensemble. Aussi, récupérer des plans anciens
parce que c'est vraiment important pour reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ces lieux. Et aussi connaître les différences. Voilà, c'est Baden-Württemberg, ça c'est Fordongianus en Sardaigne, c'est Portugal, San Pedro do Sul, et ça c'est la Croatie, c'est Aquayasae, c'est plus facile à dire les noms latins. Mais quand même, on peut voir aussi dans tous les travaux qu'ils sont en train de faire maintenant pour récupérer le thermalisme, il faut faire attention à ce que ça avait avant et recommencer et repenser ce qui se passe dans ces endroits. Alors, bien sûr, on a des espaces naturels avec des vapeurs, des formes naturelles, sans structure pour profiter des ressources naturelles, c'est clair. Mais aussi, il y a des bâtiments. Et dans ce cas, bon, on peut voir beaucoup de constructions qui sont commencées surtout pendant le XIIe siècle avant Jésus-Christ, mais surtout dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et ici, c'est l'exemple merveilleux de Baia. Si vous allez à Naples et si vous allez à Pompéi, s'il vous plaît, allez à Baia parce qu'il n'y a personne. Et c'est incroyable. C'est énorme. C'est super. Et c'est bon, c'est une région aussi incroyable. Aussi l'autre bon exemple, c'est Bath, en Angleterre, que c'est le 12e lieu plus visité de l'Angleterre, après London. Et la ville, c'est magnifique, c'est une ville d'eau. C'est complètement une ville d'eau, aussi l'université, aussi il y a d'autres choses, mais c'est tout autour des eaux thermales. Voilà des autres exemples que j'avais déjà parlé. Bon, c'est connaître comment ça marche. Ça, c'est dans le nord de l'Afrique, à Tunisie. Et ça, c'est étudié pour des Français, les collègues d'Aix-en-Provence. Et ils ont trouvé, voilà, ici les temples. Et aussi, comme l'eau thermale, c'était aussi chaud, c'était un peu loin, pour après les canaliser et voilà, arriver à les bâtiments pour utiliser des eaux. Alors, dans les temples, c'est les lieux plus rituels, plus sacrés. Et après, les chemins pour arriver à la part où on peut prendre des eaux, on peut se baigner, profiter les qualités des eaux. Alors, c'est vraiment intéressant. Et l'étude, c'est d'Henri Brois et John Shade. C'est très, très intéressant et très, très spécifique et très bien fait. Et voilà. Et des autres qui sont presque oubliés, pas maintenant, avec la situation actuelle. Ramat Gader, c'est aussi un lieu incroyable. Ça, c'est des fontaines pour jeter de l'eau et aussi peut-être pour l'user comme aujourd'hui pour les jets d'eau. Ouais. Et c'est tout par ça. Il y a la canalisation des plombs qui mettent de l'eau là. Et bon, ça devait être quelque chose d'incroyable. Voilà. Mais aussi, il y a des choses toujours nouvelles à découvrir. Parce que je vous montrerai quelques exemples. Dans ce cas, c'était un lieu à l'intérieur de la Turquie que je pense que personne connaissait. Bon, c'était pas facile à connaître, mais il restait quelque chose là qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quelle était la surprise quand, dans les 2017, ils ont trouvé ça. Il y avait beaucoup de bâtiments thermaux à côté, mais on ne connaissait pas cette source-là où est maintenant. Et c'est une fouille archéologique de 2017. Alors, il y a seulement 6 ans qu'ils sont découverts. Alors, maintenant, ils sont en train d'essayer de voir comment faire pour améliorer la situation économique de la région grâce à des eaux et au patrimoine. Et l'archéologie aussi, c'est important. Aussi, peut aider à l'économie locale.
Et aussi à Bulgarie, quelques exemples incroyables aussi qui ne sont pas très bien étudiés pour le moment. Mais je voudrais aussi le dernier exemple que c'est Portugal, à Chaves, c'est le nord de Portugal, à côté de ma région, la Galicie. Et c'était la même chose. Il y avait ici cette place qu'ils ont décidé de faire un parking, ce terrain. Alors voilà, la surprise, ploum, ils ont trouvé la source ancienne. Et même jamais on avait pensé que c'était là, parce qu'il y a la station thermale que c'est 300 mètres plus loin, merci, plus loin. Et comme ça, jamais on avait pensé que le site thermal roman c'était là. Et voilà, ils sont trouvés, finalement, il avait disparu, ils sont trouvés. Et maintenant, c'est un des bâtiments plus magnifiques, c'est préservé presque tout. Et seulement les sols, pas les parois, mais quand même c'est incroyable voir les systèmes hydrauliques, l'organisation, bon, c'est incroyable. Mais maintenant, ils ont beaucoup de problèmes de préservation parce que de l'eau minérale, il y a beaucoup de sels, il y a beaucoup de vapeur, il y a beaucoup d'humidité et il faut le faire. Il faut faire attention à ça pour préserver cette structure. Voilà, et à l'Espagne. En Espagne, on a travaillé beaucoup, ça c'est vrai. Et on a mis sur 152 lieux intéressants, mais on a sélectionné aussi les bâtiments qui sont préservés. Ils sont sur 15 seulement. Et voilà, et ça c'est un petit visite de tous ces lieux. Ils sont vraiment différents, mais si on met les plans, il y a des choses qui sont similaires. Ça veut dire des piscines, ça veut dire des structures, d'organisation. Il n'y a pas de tepidarium, caldarium, frigidarium. Il n'y a pas. C'est quelque chose de différent. C'est pour profiter de ça. Et pour employer pour différentes maladies. Si on parle des autres caractéristiques aussi, on peut parler que surtout, on connaît des bâtiments à l'endroit où il y avait plus de température. Ça, c'est normal, non? C'est quelque chose de plus difficile à obtenir. Et comme ça, c'était pas nécessaire de mettre du feu. C'était déjà chaud. Alors, c'est magnifique. Et on peut trouver qu'il y a des sources qui ne sont pas très chaudes, 24, 17, mais quand même, il était très très fort par les minéraux, dans quelques cas pour la santé aussi. On connaît très bien quelle était la propriété pour la santé. Mais aussi, qu'ils sont de véritables constructions magnifiques si on parle des techniques et de la monumentalisation. Et je voudrais vous montrer un exemple que je connais très très bien, et j'ai beaucoup étudié aussi, que c'est Lugo. Je ne sais pas si vous connaissez, Lugos Augusti, c'est dans le nord de l'Espagne, à côté, une heure de Sanja de Compostelle. Ok? C'est un lieu très magnifique. Vous devez visiter si vous ne le connaissez pas. Alors, c'est patrimoine de l'humanité aussi parce qu'il y a un mur romain qui ferme toute la ville. C'est le mieux préservé. Désolée, je n'ai pas porté de photos. Mais quand même, c'est du thermalisme qu'on parle. Alors ça, c'est la ville romane avec la muraille qu'on préserve. C'est bien préservé. Et voilà les chemins romains. Et ici, les balnéaires, les stations thermales. Et si on veut là, c'est la couche, c'est la section. On peut voir que ça, c'est la rivière, ça, c'est le bâtiment actuel, et ici, c'est la ville. On peut voir qu'il y a beaucoup d'inclinations et les problèmes de la rivière aussi. Comme ça, on ne peut pas construire plus loin ici. C'est pas possible, c'est pas facile. Et là, il y a beaucoup de problèmes quand on change je sais pas comment on dit, la quantité de l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque romaine? Comme les sources, c'était aussi important,
ils ont construit, voilà, un mur qu'on préserve. C'est pour pouvoir contrôler la rivière et pouvoir envoyer de l'eau pour l'autre, bon, un peu loin du bâtiment. Aussi, ils ont construit une couche de béton de 2 mètres de hauteur pour pouvoir protéger, élever les bâtiments et aussi organiser l'infrastructure hydraulique. Parce que les eaux minérales, il faisait faire attention et contrôler que pas la filtration de l'eau de la rivière. C'est nécessaire bien fermer, bien conserver les qualités des eaux. Et alors, après, ils ont construit les bâtiments romains. Et c'était aussi bon qu'on peut voir que les bâtiments modernes, qu'il y a 4 étages, il est toujours là, sur les constructions romaines. Et les captages, c'était exactement le même que l'époque romaine. Elle réutilise la captation, les captages d'époque romaine, jusqu'à 5 ans, je pense, parce que pour la santé, on disait que c'était mieux à améliorer le captage. Mais c'était utilisé jusqu'à c'était siècle. Voilà. Et aussi, voilà, ça c'est l'intérieur du site thermal. Et on peut voir, bon, ça c'est l'étude qu'on avait fait sur le captage. C'est très claustrophobique, c'est 4 mètres et 46 degrés. Et bon, mais quand même, c'est intéressant. Il faut penser à ça. Et on a trouvé, voilà, c'est des opus caementicum, c'est des bétons romains, très bien construits. Et ici, c'est la canalisation à bois, parce que c'est génial, la bois, quand il était dans l'eau, la préservation, c'est très bonne. Et on préserve aussi les bois ici, dans la canalisation. Et voilà, la construction, que c'est vraiment magnifique. Mais aussi, on peut trouver des autres choses. On peut trouver des bannières individuelles, des bains de pied, aussi des salles de vapeur, des douches, des péloïdes, pour prendre des vues aussi, et bien sûr des sanctuaires, toujours dans les ponts d'émergence, que c'est les plus importants, c'est les plus sacrés. Et voilà. Et on peut voir différentes formes de bâtiments, de distribution, d'emplacements, mais aussi des territoires. Et ça, c'est d'autres choses vraiment importantes pour comprendre. Et ça, c'est le projet que j'ai maintenant, un projet national, c'est pour comprendre mieux quel est le territoire et le rôle du thermalisme à côté dans les territoires. Pour comprendre si vraiment était dans la ville ou je crois que presque toujours il n'était pas dans la ville parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Toujours c'était dans d'autres endroits, peut-être à côté, peut-être plus loin si on parlait d'un sanctuaire. Il faut penser qu'est-ce qui se passe avec les thermalismes et les territoires. Et avec ça, on peut aussi apprendre pour comprendre les futurs et aussi les présents. Aussi, on a préparé aussi un web que c'est pour mettre toute l'information ensemble. Si quelqu'un a l'intérêt de connaître un peu plus sur les terminologies, sur les sources anciennes, sur l'épigraphie, et aussi des nouvelles congrès ou nouvelles études, on peut trouver, l'idée c'est les mettre là-bas. Et voilà, quelles sont les réflexions, déjà pour finir. Alors, on parle d'une ressource naturelle qui est un patrimoine unique. C'est, je sais pas, quand on voit que dans quelques cas on ne fait pas attention des eaux thermales, c'est dommage. Parce qu'on a les témoins de 2000 ans qu'on a employé, on a utilisé ces eaux pour la santé. Et c'est quelque chose que je ne trouve pas chez moi. Ça veut dire je dois aller prendre des eaux au lieu où ils sont. Alors c'est quelque chose d'unique et exceptionnel. Et c'est naturel aussi.
Et on peut aussi connaître l'évolution. C'est important de connaître et valoriser l'origine de l'évolution des villes thermales parce que c'est très riche. L'histoire des sites thermales, c'est très très riche. Et ça serait vraiment intéressant et important de connaître mieux. Et surtout d'apprendre des erreurs qu'on a perçues dans quelques sites archéologiques et faire mieux pour le futur, hein, pour les problèmes du thermalisme. C'est très très important comprendre, interpréter et comme ça valoriser et surtout préserver. Si on connaît, on préserve. On veut protéger ce patrimoine et l'intérêt est diffusé. On doit être très, très heureuse d'avoir ce patrimoine et on doit les défendre. Et bien sûr, l'archéologie, c'est pas un problème. Pas du tout. Même que vous pouvez penser, c'est pas un problème, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça marche et ça ne marche pas. Et je pense que voilà, l'opportunité aussi que j'ai tenue de connaître des gens qui veulent étudier, qui veulent améliorer notre connaissance sur ce patrimoine ici, c'est incroyable. Il faut les appuyer, il faut, voilà. Ça, c'est vraiment important. L'archéologie, c'est pas un problème. Il faut trouver les chemins, mais c'est pas un problème, c'est une opportunité. Et il faut faire attention à ça pour planifier aussi les futurs de ces sites thermaux. Et voilà. I will continue in the future, I hope. So. Merci beaucoup Sylvia pour cette très belle présentation. Enchantée, super. Est-ce que vous avez des questions? Oui, donc je m'appelle Pierre Boivin, je suis géologue. Je vous remercie d'ailleurs pour la qualité de votre exposé, sa clarté et l'intérêt que vous relancez sur toutes ces recherches. Donc voilà. Alors j'aurais des tas de questions, mais je ne suis pas tout seul. Et il y en a une, j'ai vu un dessin où on voyait les personnages, alors je crois que c'était pendant l'Antiquité, là, l'espèce de dessin où il y avait l'exploitation de la source, et puis un personnage peut-être âgé, on lui apportait un verre de l'eau à boire, mais il y avait aussi un petit personnage à l'avant qui remplissait une amphore ou quelque chose. Ouais. Autrement dit, voilà, même une citerne. Aujourd'hui, beaucoup de sources, contrairement un peu à ce que sur lequel vous insistiez, bien sûr, on va aux sources, mais aussi on va au supermarché pour acheter des bouteilles. Voilà, alors je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Oui, bien sûr. Et oui, la problématique de boire des eaux, ça dépend des types de l'eau. Dans quelques cas, c'est mieux de le prendre exactement dans le moment qu'il source, qu'il sorte du griffe, parce que là, les minéraux qu'il y a, c'est mieux, mais c'est très fort dans quelques cas. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut demander un médecin. Toujours à les stations thermales, il y a un médecin. Parce que dans quelques cas, c'est pas bon. Ça dépend de notre santé. Alors là, c'est très très fort. Alors, l'eau qu'on prend à les supermarchés, c'est pas la même chose. Ça veut dire que oui, c'est minéral, mais quand même, tous les eaux, comme ça, sont un peu minérales. Mais dans quelques cas, la minéralisation, c'est bonne, mais pas trop fort. Et comme ça, on peut voir qu'il y a des eaux qui n'ont pas de sodium. Et ça, c'est bon pour les enfants ou pour personnes qui ont quelques problèmes pour la santé parce qu'il y a quelques maladies. Alors, il y a là toute l'information pour ça. Mais ils ne sont pas trop minéralisés. Et bon, à Vichy, j'imagine que vous connaissez, non? Si on prend de l'eau là, c'est très fort. Et dans quelques cas, c'est pas facile à boire. Mais c'est pas la même chose si on prend de l'eau d'autres sources.
Alors, il faut savoir dans quelques cas. Mais si on veut les prendre pour la santé à les stations thermales, c'est complètement différent. C'est comme une médecine. Alors, il faut savoir comment le faire. On peut ensayer, mais seulement ensayer un petit peu. Mais si on veut être couré, il faut faire attention de comment le faire. Et la source mieux pour le faire. Voilà. Mais quand même, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'avait pas pensé que c'était possible de les exporter. Et dans quelques cas, on peut voir que oui. Alors, bon, il faut penser sur ça, mais je pense que toujours aussi, il y a des fonds qui ont disait que c'était fraîche, c'est très bon à boire, alors on peut peut-être utiliser cette source, mais pas des autres. Vous avez souvent montré des sites où les eaux étaient transportées. C'est pas facile à savoir si c'est transporté ou pas, Ah. parce qu'on n'a J'ai pas... cru voir. Ah oui, d'accord. Oui, Moi, on a quelques images comme ça, mais il n'a pas plus d'informations. Dans quelques cas, ça serait intéressant aussi de voir des amphores, que normalement on parle qui sont des vents, et dans quelques cas, peut-être c'est pas. Peut-être c'est aussi des eaux, mais c'est vrai que c'était pas bien étudié, cette possibilité. Il n'y a pas des sites où il y a une distance entre le griffon et les bains? Si, il m'a semblé voir ça. Dans quelques cas, ça dépend de la température, et ça dépend de la topographie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais comment on fait pour conserver la qualité des eaux si on les transporte? C'est seulement 50 mètres. Ah oui, mais quand même. Oui, mais c'est pas très très loin. Hein. Ça veut dire que les minéraux, bon, se préservent, pas aussi, mais pas plus loin. Ça, c'est vrai. Et oui, voilà, c'est ça. Dans quelques cas, bon, les aqueducs, par exemple, et quand on trouve des aqueducs, normalement, sont des eaux fraîches. Mais dans ce cas, toujours les bâtiments, c'est à côté au-dessous des sources. Et dans quelques cas, si c'est très chaud, il faut faire un peu de distance pour ne mélanger pas avec des eaux fraîches. Ça, c'est pas une bonne idée. Et c'est meilleur le faire de manière naturelle, avec une conduction pas très, très loin. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des traces d'aménagement ou de réaménagement de ces sites au Moyen Âge ou au Moyen Âge? Parce que, après, c'est réutilisé très souvent à l'époque moderne, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas facile quelquefois à savoir parce que toujours c'est le même lieu et la construction moderne, quelquefois, il a mélangé tout et c'est pas facile à comprendre ou à savoir qu'est-ce qui se passe là. Mais par exemple, je me souviens de Baden, c'est en Suisse, qui ont trouvé le cartage médiéval, la datation et tout ça. Il y avait des bâtiments qu'on connaissait. Et oui, on trouve qu'il y avait quelques aménagements, mais quand même, c'est pas trop. Et ça veut dire pas des autres lieux, c'est pas très fréquent. Normalement, la construction romane, c'était aussi bonne que pour à l'époque médiévale, c'était bien comme ça. Mais on peut trouver quelques éléments. Et toujours, c'est des constructions pas très, très perdurables. C'est toujours des bois ou des autres matériaux qui ne se préservent pas bien dans quelques endroit. Si je peux juste apporter un complément à propos du transport à longue distance des eaux minérales ou thermales, on a clairement un exemple de tonneau de toute petite dimension qui a été découvert rue Fongièvre, et c'est juste à l'emplacement d'un captage de sources antiques. Alors je ne connais pas les propriétés curatives de ces eaux-là, je ne suis pas sûre qu'elles en aient d'ailleurs, mais en tout cas elles étaient transportées manifestement. Voilà, alors c'est beaucoup plus petit que ça, hein, c'est minuscule, c'est comme des grosses bouteilles en fait. Hein, mais, voilà, c'est juste pour compléter. Merci. À propos de Néry-les-Bains, on a retrouvé, bon, je m'étais plongée sur Néry-les-Bains, et on a retrouvé des écrits avant la construction des thermes actuels, et ainsi que des dessins d'un ingénieur, le jeune, qui s'appelait Le Jeune, qui nous a fait des relevés tels que, je ne sais pas, vous les connaissez peut-être,
Je pense que je le connais, mais je ne suis pas Et sûre. donc, Je vous on a demanderai. retrouvé le bassin qui se trouvait au-dessus des puits de captage des griffons. Uh-huh. Et ce bassin, je l'ai trouvé par hasard dans les archives de la mairie de Néry-les-Bains. Et quand on a fait, bon, les mesures étaient en pied. Et donc, quand on a fait avec une collègue, quand j'étais en activité, quand on a fait les mesures, quand on a converti les mesures, on s'est rendu compte que c'était 400 mètres carrés. Je me dis, c'est pas possible. Et en fin de compte, c'est bien 400 mètres carrés. Donc, c'était sur la place actuelle, devant les thermes du 19e, construits au 19e siècle. Génial, génial. Et donc, il y avait 7 puits. Et alors, on a les explications par les anciens médecins. Donc, avant la construction du 19e siècle, il y avait des auberges tout autour de ce bassin. Et les indigents, comme on dit, se baignaient dans les bassins et les riches allaient prendre les eaux dans les auberges. Et les aubergistes étaient aussi des médecins. Et alors, Génial. cette eau, en particulier, elle avait une particularité. Bon, il y avait des bulles et tout ça, mais aussi, il y avait une algue, une algue, Oui, oui. converve. Voilà, c'est comme les conserves, mais il faut en mettre un F. Les converves, et qui proliférait dans ce bassin. Donc, de la couleur verte, elle passait à la couleur marron. Et après, au 19e siècle, on l'utilisait, tout le temps du bassin, on l'utilisait pour faire des cataplasmes. En Evo aussi, Evo-les-Bains aussi, la même chose. Ouais. Oui, mais c'est dommage, voilà. Voilà. On avait des dessins, on Ça, c'est le truc, ouais. Ça, c'est le problème. C'est la tradition, c'est aussi c'est vraiment important pour connaître bien qu'est-ce qui se passe dans ce lieu. Et voilà, il y a beaucoup d'exemples qu'il y avait quelque chose comme ça, mais maintenant, c'est pas très chic. Non. On pourrait dire, employer ce type de choses, et voilà. Et c'était magnifique. Oui, voilà. Pour la santé, c'était magnifique. Et il y avait des compartiments qui ont peut-être été faits à l'époque médiévale, ou Renaissance, mais, et puis il y avait l'hôpital qui se trouvait en bordure, parce que sur les plans anciens, on le voit, et donc les riches prenaient les eaux à l'intérieur des auberges. Ouais. C'est magnifique l'exemple. Je n'ai pas montré les plans que je suis en train de mettre tous ensemble pour connaître qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Allemagne. Mais cette région-là, c'est incroyable. C'est les plus grands, ils sont les plus intéressants parce qu'il y avait beaucoup de complicité, mais ils sont tous presque détruits. Alors, wow, c'est dommage parce que peut-être ça serait de l'opportunité de aussi donner du patrimoine pour montrer, pour dire voilà, on a ça, que c'est la preuve que c'est des eaux très très beaux. Et la particularité de Néry-les-Bains, on a un complexe thermal avec des thermes. On en a un au nord et un autre au sud. Oui, il y a 2 bâtiments énormes. Pardon? Oui, pardon. Alimentés par les mêmes captages, les mêmes sources, les griffons. Ouais. Et d'ailleurs, on voit actuellement, quand on descend, quand on suit le petit ruisseau actuel, et on voit dans le vallon, on voit encore l'hiver les vapeurs. Oui. Oui, merci. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on sait si la qualité des eaux a été altérée suite aux constructions successives ou alors à la qualité de l'air ou l'environnement actuel? Normalement, la qualité, c'est la même. Et dans quelques cas, ça dépend aussi de, comment on dit ça, terremoto, tremblement de terre, c'est ça? Tremblement de terre. Et comme ça, on peut changer la sortie de l'eau de l'intérieur. Il faut faire des études géologiques. Mais presque toujours, c'est la même, mais on peut avoir cette différence. Et si la terre c'était mauvais, on peut changer la direction, on peut sécher dans quelques cas la source. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention de la construction des bâtiments à côté de la source parce qu'on peut changer la direction de l'eau. Alors attention, c'est quelque chose qu'on a trouvé quand j'étais en train de faire cette étude. Les sites
romains, c'était dans un côté, et après, de l'eau, parce qu'ils sont fourrés, ils ont changé complètement l'hydraulique, ils ont changé les griffons. Alors, il faut faire attention, oui. Et dans quelques cas, oui, on peut se modifier aussi la quantité de l'eau, mais aussi la qualité dans quelques cas, mais ce n'est pas fréquent. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. J'ai une question, en fait, ça m'a toujours paru logique avant, mais avec ta conférence, plus trop. Je me posais la question sur les ex-voto. En céramique, c'est peut-être une chose, mais en métal, où est-ce qu'ils les mettent en fait? Parce que si c'est directement dans l'eau de la source, ça pollue. Enfin, là, ça me semble plus du tout logique, ce que j'ai toujours cru savoir. Et je veux bien savoir où est-ce qu'ils mettent leurs ex-voto du coup. C'est dommage que je n'ai pas porté une photo, que c'est incroyable. J'avais déjà parlé avec San Casciano di Bagni. Je ne sais pas si vous avez vu bon, c'était une nouvelle internationale, c'était les grandes découvertes, parce qu'ils ont trouvé beaucoup de métal, beaucoup de sculptures, beaucoup de tout, hein, des bras, c'est quelque chose vraiment fou, et aussi des monnaies aussi bien préservées que il semble que c'était hier qu'ils ont été jetés dans de l'eau, parce que la préservation c'est magnifique. Alors, est-ce que ça qu'on peut voir, est-ce que dans quelques cas, les eaux minérales sont bonnes pour la préservation de quelques matériaux? Alors, ça dépend des sources, mais dans quelques cas, c'est incroyable, la préservation du fer, la préservation du bronze, c'est incroyable. Et les monnaies, si vous cherchez San Casciano di Bagni, c'est incroyable, la qualité. Je l'ai mis là, la monnaie, c'est le couleur original, c'était parfait. Hein. Très, très bien préservé, c'est quelque chose de fou. Et oui, et dans ce cas, il faut aussi étudier ce phénomène parce que c'est vraiment intéressant de voir comment on se préserve différents matériaux dans des eaux minérales. Bien, merci beaucoup Sylvia. Merci à vous. Hein. Merci à tous. Thank you.